Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bienvenue à Je vote pour la science. C'est notre rentrée et je suis très contente de vous retrouver après cette trop longue absence. Pour commencer, comment allez-vous en cette période un peu troublée? Beaucoup d'informations contradictoires nous parviennent et nous ne savons plus parfois qui croire ou ne pas croire. En d'autres mots, à quels médias nous vouer. L'information scientifique n'y fait pas exception et justement, nous allons en parler aujourd'hui. Plus exactement de son importance en période de pandémie, mais aussi après cette crise sanitaire, nous allons nous demander si les chercheurs ont une place à prendre dans la lutte à la désinformation et pour nous guider à faire face aux enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés. Y a-t-il une place à prendre par les universitaires dans la sphère publique? Nous vous en parlons tout de suite, restez à l'écoute. Pour parler de l'importance de l'information scientifique en période de pandémie, mais aussi de la place des chercheurs dans la sphère publique, je rejoins Patrick Provost, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Laval et cofondateur avec Thierry Lefebvre du regroupement des universitaires dont il est le coordinateur. Bonjour. Bonjour Isabelle. Vous avez lancé un regroupement d'universitaires, principalement pour mobiliser vos collègues et le public à l'importance de la lutte au changement climatique, mais aussi pour remettre la science au service du bien commun. La situation actuelle montre combien est précieuse la science pour prendre les bonnes décisions. Pouvez-vous me dire comment, d'abord, vous avez traversé ces derniers mois de COVID? Comme vous l'avez dit, la science est vraiment importante, autant pour la société pour guider les actions individuelles que pour le politique, pour justement guider les actions plus collectives ou même élaborer les projets de société. Dans les derniers 6 mois de COVID, c'était une période assez particulière. On a lancé le regroupement des universitaires, les activités publiques, le 7 mars avec une tribune hebdomadaire dans le quotidien Le Soleil. Alors, le confinement est arrivé une semaine plus tard. On a été pris un petit peu au dépourvu parce qu'on avait quand même planifié plusieurs articles sur l'environnement, mais on en a profité justement pour d'avoir l'attention des gens, et aussi ça nous a permis d'expliquer le contexte de la pandémie, donc l'origine du virus et aussi les causes probables liées à la dégradation de l'environnement. Oui, parce donc, ça nous a permis de mettre de l'avant les enjeux qui nous sont chers. Et l'important, justement, c'est d'informer le grand public pour qu'il soit un peu plus critique, non pas pour les alarmer, leur faire peur, c'est contre-productif, mais plutôt pour les amener à adopter des comportements individuels plus sains, plus en accord avec les limites de la planète. Présentez-nous peut-être un peu des universitaires. Il y a vous, votre collègue Thierry Lefebvre, mais vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Oui, maintenant, on est environ 420 membres du regroupement. On provient de 17 des 19 universités québécoises, donc c'est principalement au Québec, mais il y a aussi des membres qui sont à l'extérieur en Europe ou dans l'Ouest canadien. La plupart sont des professeurs d'université, et tout ce qu'on partage, c'est justement notre sensibilité envers les changements climatiques et on veut vraiment porter la parole des scientifiques auprès du grand public. Oui, c'est pas très populaire auprès des chercheurs et des scientifiques généralement de prendre la parole en public et de donner son avis. Comment le vivent un petit peu vos collègues? Est-ce que vous avez un petit peu de feedback par rapport à ce que vous faites dans votre milieu, dans votre université? Tout d'abord, oui, c'est vrai que c'est pas habituel pour un chercheur de sortir dans les médias généralistes et d'aller communiquer son savoir au grand public, mais c'est vraiment important. Une des raisons pourquoi c'est pas naturel, c'est que de par notre cursus, on est évalué nous-mêmes, on n'est pas évalué justement sur ces bases-là de communication grand public, et aussi les directions d'établissement ne tiennent pas compte de ces activités-là souvent dans les promotions ou dans
dans les critères de promotion. Donc, à ce moment-là, mais par contre, je dois vous dire que depuis qu'on a lancé le regroupement, il y a plusieurs professeurs qui ont pris la parole dans les médias grand public et qui ne l'auraient pas fait si le regroupement n'avait pas été là. Donc, il y a quand même des effets bénéfiques. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques aussi? Si vous deviez faire un petit bilan du côté de ce qui a circulé au sein des médias, particulièrement dans les médias sociaux, ces derniers temps, ça serait quoi? Moi, ce que je constate, et puis c'est peut-être l'effet du président des États-Unis, mais je remarque une polarisation des débats, et puis les dialogues qui sont effacés. Donc ça, je déplore ça, c'est vraiment dommage. Les médias, souvent, vont chercher à être sensationnalistes, donc toujours des médias qui vont communiquer des nouvelles plutôt alarmistes. Mais c'est ça, c'est la division, c'est la polarisation des débats, c'est le dénigrement de l'autre, qu'on soit pour ou contre le port du masque, etc. C'est important de comprendre les appréhensions, les craintes de l'autre, aussi les motivations qu'il apporte. Donc ça, c'est sûr que c'est plutôt difficile ces temps-ci. Il y a aussi un manque d'information. Je pense que les journalistes, ce serait bien s'ils posaient les bonnes questions. Il y a beaucoup de questions qui se demeurent toujours sans réponse. Et puis que justement, c'est à l'absence d'information souvent que les gens vont se mettre à penser à aller en direction des théories de complot et tout ça. Donc, puis aussi le portrait global qui, à mon avis, manque. Et puis aussi la perte de notre sens critique. C'est comme si on pouvait difficilement critiquer toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement, alors qu'on devrait, au contraire, conserver cet esprit critique-là, poser des bonnes questions pour justement continuer à guider les bonnes décisions. Est-ce que c'est pas parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'est la science? On a souvent l'impression quand on lit les médias généralistes que la science c'est quelque chose, la science a dit ça, la science a dit ça, alors que c'est un processus qui est beaucoup en changement et on se questionne beaucoup. On a vu justement avec la COVID-19 tous les retournements et les questions que les chercheurs ont eux-mêmes au quotidien. C'est sûr que, avec une nouvelle maladie qui apparaît comme ça, on apprend à la connaître aussi. La science, elle peut bousculer. Elle peut bousculer les gens dans leurs idées, dans leur perception du monde. Alors, quand on bouscule les certitudes des gens, les gens vont craindre, parce que c'est comme si ça les remettait en question. Mais ça remet seulement en question leur connaissance. Et puis, à ce moment-là, c'est important de les accompagner pour justement qu'ils gardent toujours des points de repère. Et puis, c'est pas évident pour les gens. Moi, je suis scientifique. Ma vie est centrée sur la science, donc je comprends la science, mais la plupart des gens ne comprennent pas la science. Donc, c'est important de leur communiquer que ce sont des connaissances objectives que l'humain acquiert grâce à des travaux de recherche et tout. Et puis, ça nous donne une idée de l'état du monde dans lequel on vit. Et puis, avec la COVID-19, là, on en apprend un peu plus du côté virologie, microbiologie, épidémiologie, mais reste qu'il y a aussi d'autres aspects d'autres sciences aussi, comme la psychologie, la sociologie, la science du développement de l'enfant, la philosophie. Donc, il y a toutes ces sciences-là qu'on doit mettre ensemble pour arriver à poser un regard là, quand même critique sur notre monde. Quels sont les moyens dont disposent les chercheurs pour prendre une part active au débat de société, pour avoir une influence peut-être sur ces grandes questions? Tout d'abord, c'est important de cibler autant le grand public que les politiciens, les décideurs politiques. Ça, c'est important que les chercheurs soient actifs à ces deux niveaux-là. Un, au niveau politique, parce que ce sont eux qui prennent les décisions qui sont importantes, qui ont des effets sur tout le collectif, mais il faut aussi informer le grand public, parce que si les politiciens sont seuls à prendre les décisions et qu'ils ne sentent pas la pression des
des électeurs, des citoyens, ils prendront pas nécessairement les bonnes décisions, les décisions dans les meilleurs intérêts publics. Par contre, si on réussit à informer le grand public, qui devient plus instruit, plus informé, ce public-là, ces citoyens-là vont demander des actions politiques cohérentes avec la science. Et donc ça, c'est un des objectifs visés par le regroupement des universitaires. Et puis, ce que je vous dirais aussi, le gouvernement, la société, quand ils placent les universitaires dans leur tour d'ivoire, ils ne se rendent pas service. Et c'est important pour ces universitaires-là qui descendent de leur tour d'ivoire, dans lequel on les a placés, pour justement qu'ils aillent sur le terrain, aller à la rencontre du grand public et des décideurs politiques et qu'ils fassent profiter leurs connaissances. Oui, c'est donc le temps qu'on se parle, finalement, entre dessineurs et grand public et scientifiques, c'est ça? Effectivement. Et puis, il ne faut pas avoir peur des connaissances scientifiques. Ce qui est important aussi, ce qui peut peut-être soulever certaines méfiances dans la population, c'est l'indépendance des scientifiques. Donc ça, l'indépendance des scientifiques, c'est quand même important parce qu'on sait que des scientifiques qui sont à l'emploi de certaines compagnies peuvent être influencés par des intérêts financiers, économiques très forts. Donc c'est pour ça que des universitaires indépendants, donc qui sont financés par l'État, donc peuvent mener des recherches avec pleine autonomie et indépendance, eh bien, ces universités-là sont une source incroyable de connaissances très crédibles et sur lesquelles on devrait se baser. Oui, et donc il faut valoriser le fait qu'ils prennent la parole. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Patrick Provost, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval et cofondateur du regroupement des universitaires dont on mettra le lien. Merci. Merci Isabelle. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je suis à présent en compagnie de Lucie Sauvé, chercheure émérite au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi coordinatrice du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques. Bonjour. Bonjour. Nous vivons une période troublée alors que le rôle des chercheurs dans le monde où les contacts et l'information se passent principalement par la voie numérique. Comment le vivez-vous? Écoutez, il faut apprendre à rejoindre la voie numérique. C'est important, je pense plus que jamais là, que les chercheurs scientifiques développent des compétences en communication, en vulgarisation. Il faut apprendre à interagir avec le monde des médias, puis apprendre à interagir aussi avec les groupes mobilisés qui sollicitent notre expertise. Puis ça, fort heureusement, on le voit quand même de plus en plus. Beaucoup de chercheurs vont s'engager dans l'éducation scientifique des différents publics, les blogs, les chroniques, les articles, les lettres dans les journaux. Puis aussi, en fait, on le constate, là, il ne s'agit pas seulement de diffuser de l'information, mais d'exercer une veille critique sur l'information, diffusée justement par les voies numériques et autres. Il faut stimuler l'esprit critique, aider à décoder l'information. Mais aussi, je pense que j'aimerais souligner que au-delà de l'éducation scientifique, les chercheurs doivent pas hésiter à prendre position, à s'engager dans les débats publics. On l'a vu récemment, entre autres, là, comme exemple de ça, il y a des chercheurs qui sont associés au GREM, groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, qui ont diffusé quand même largement dans les médias leur étude sur l'impact de la circulation maritime sur les populations du beluga. Puis ils ont pris position pour un moratoire sur le développement du trafic sur la rivière Saguenay. Ça, je pense que c'est un exemple du lien étroit entre la science et politique. Et c'est sûr, dans les choix des objets de recherche, dans les recommandations qui découlent des conclusions, puis dans nos efforts de diffusion, il y a une dimension politique. En
fait, politique, ça peut paraître comme un mot lourd, mais finalement, politique, ça veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous. C'est ça que ça veut dire. Puis mon Dieu, on l'a vu avec la pandémie, à quel point la science a joué puis joue encore un rôle politique. C'est le gouvernement le plus fiable dont on dispose. C'est sûr qu'on a besoin toujours du savoir de terrain, du savoir d'expérience, et les chercheurs doivent travailler aussi au dialogue avec les différents modes de construction du savoir. Puis on sait aussi que quand on parle de la science, faut éviter de la mystifier. En fait, quand on dit la science, en fait, on fait référence aux résultats des recherches qui sont actuellement disponibles puis qui relèvent d'une approche scientifique. Avec la pandémie, là, on nage en pleine complexité, en pleine incertitude. Et bon, c'est sûr qu'on connaît mieux le virus, on connaît mieux ses effets, on peut envisager un vaccin, puis on sait que le virus peut entrer en mutation aussi, puis de ça, on sait pas grand-chose. On observe le comportement du virus au sein de la population humaine, mais le portrait, en tout cas, a ses limites et puis ses biais aussi. Alors, dans ce contexte-là, faut surtout pas oublier le principe de précaution. C'est sûr que c'est d'ordre éthique, mais c'est aussi un gouvernail essentiel. Et puis, on l'a bien évoqué là, pour gérer la pandémie, mais malheureusement, en tout cas, on néglige beaucoup le principe de précaution quand vient le temps de prendre des décisions qui affectent l'environnement. Oui, en rejoignant ce regroupement, vous visiez justement à mobiliser vos collègues universitaires au changement climatique et à l'importance de l'éducation à l'environnement. Est-ce encore d'actualité? Oh oui. Ces questions-là sont malheureusement préoccupantes plus que jamais. Puis on le sait d'autant plus qu'elles risquent de rester dans l'ombre de ce qu'on appelle la relance économique de l'après-COVID. En tout cas, on l'a vu dans la dernière mouture de la loi 61 du gouvernement Legault, qui visait, entre autres, à alléger, accélérer le mécanisme habituel d'évaluation environnementale. Et il s'agit encore de propulser des projets, mais sans aucunement prioriser une relance qui soit axée sur la transition écologique. Donc, le regroupement des universitaires, initié par mes collègues Patrick Provost, Thierry Lefebvre de l'Université Laval, c'est vraiment une initiative pertinente. C'est important de faire converger les efforts des professeurs chargés de cours, étudiants, en fait, des universitaires, en faveur de l'environnement, de la lutte au changement climatique. Il faut dire aussi que j'ai pas tardé à répondre à l'invitation parce que mon propre engagement en éducation relative à l'environnement date de plus de 30 ans. Hein? C'est un projet de vie, c'est un projet académique, c'est un projet citoyen. Et j'aime bien l'idée d'une science citoyenne, d'une recherche engagée. Puis voilà, j'ai mis en place, dirigé à l'UQAM, un centre de recherche en éducation à l'environnement depuis 2012, le Centre Air. Puis en 2011, il y a eu la menace au Québec du développement de l'industrie du gaz de schiste. Et puis, je me suis engagée à regrouper un collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Et puis maintenant, nos travaux s'élargissent à l'ensemble des enjeux énergétiques. On est maintenant plus de 150 scientifiques. Et en fait, il s'agit d'exercer une vigile critique sur ces questions-là, de construire, synthétiser le savoir, diffuser l'information, contribuer au débat public. Alors, vraiment, c'est important de promouvoir le développement d'une éco-citoyenneté dans notre société, une société critique, consciente, compétente, puis engagée aussi. Oui, la COVID est arrivée et nous sommes rendus compte que l'environnement passait peut-être au second plan, voire même plus loin, avec le retour des sacs plastiques, des déchets. Si vous faites un petit bilan de la période, est-ce qu'on assiste à un recul des questions environnementales? Oh, malheureusement, on a reculé. On
On a reculé dans les pratiques quotidiennes, dans le discours public, dans les décisions gouvernementales. Mais vous vous souvenez, au début du confinement, là, il s'était produit comme une espèce de petit miracle de silence, de recueillement. On s'est émerveillé, entre autres, de voir réapparaître la nature dans les milieux urbanisés. Puis, en fait, dès mars dernier, février-mars, là, il y a eu des diffusions dans les médias qui ont informé du fait que les pandémies étaient liées aux zoonoses. Les pandémies liées, celles qui sont liées aux zoonoses, sont effectivement liées à la destruction des écosystèmes, à la destruction des habitats, de la faune sauvage. Puis on a pris conscience qu'il fallait revoir nos modes de développement. On s'en souvient, là, il y a eu un arrêt temporaire de l'agitation. Et puis, le jour du dépassement est arrivé un mois plus tard cette année, le 23 août. C'est-à-dire le jour où on a dépassé la capacité de régénération de la Terre pour répondre à nos besoins excessifs. Mais on est actuellement en dépassement. Alors, les questions sanitaires sont restées prioritaires, là. C'est par milliards que les masques et les gants de plastique sont jetés au rebut. Le plastique est revenu en force dans les épiceries, c'est frappant. Les bateaux de croisière, on l'apprenait hier, ont repris leurs activités. C'est sûr qu'il y a des précautions sanitaires, mais le concept du tourisme de masse est là. Les embouteillages sont réapparus dans les rues, sur les routes. Les réseaux de télécommunications sont surchargés. Le Zoom fonctionne pas toujours très bien. Et on connaît quand même l'importance de l'impact du numérique sur les changements climatiques. Puis le gouvernement fédéral a autorisé les forages pétroliers au large de Terre-Neuve, construction de pipelines dans l'Ouest. C'est vrai. Il va vraiment falloir accentuer les messages sur les liens entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Oui. Et pendant ce temps-là, le projet GNL Québec va de nouveau vers l'avant, un projet d'exploitation maritime du gaz naturel de l'Alberta qui risque de nuire au beluga, une industrie pétrolière et gazière soutenue par le gouvernement fédéral. Là aussi, il y a des batailles à mener en environnement. Mais oui, le projet GNL Québec, vous savez, c'est le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec. Et pourtant, c'est pas un projet endogène au Québec. Et toutes nos études montrent que c'est pas un projet qui dessert les intérêts du Québec. C'est un projet qui est financé surtout par des intérêts étrangers. Puis vous l'avez dit, là, qui vise à acheminer au Québec du gaz qui est issu de fracturation dans l'Ouest, avec tous les impacts que ça peut avoir sur l'eau, sur la santé humaine. Donc, il s'agit d'acheminer ce gaz-là pour le liquéfier dans une future usine localisée à Saguenay, puis ensuite l'exporter par des gros méthaniers, des navires plus gros que le Titanic, là, via la rivière Saguenay, puis le fleuve Saint-Laurent, puis tout ça vers des hypothétiques marchés en Asie ou en Europe, et puis dans un contexte où la viabilité économique de ce projet-là sur les marchés mondiaux, mais est vraiment pas assurée. Et puis on utilise l'argument vertueux du remplacement des énergies plus polluantes dans les pays destinataires, mais ça tient pas la route, là. Nos études l'ont clairement démontré. Et on peut voir quand même tous les travaux du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste dans notre site web. Et puis, je veux dire, on a aussi l'argument du remplacement, c'est ça, des énergies plus polluantes ailleurs, mais on n'est vraiment pas sûr qu'il y aura un remplacement de ces énergies-là, mais peut-être tout simplement un ajout de consommation énergétique. Et alors, le message des scientifiques n'est pas forcément très écouté. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut utiliser tous les créneaux à notre disposition. Et là, justement, il y a un BAP, une audience publique là, qui s'annonce, dont les travaux débutent dans quelques jours, sur
sur l'usine Énergie Saguenay comme telle, parce que les promoteurs ont choisi de scinder le vaste projet de GNL Québec en 2 portions. La portion gazoduc qui va traverser tout le Québec, le nord du Québec, et la portion de liquéfaction à l'énergie, à l'usine d'énergie Saguenay. Alors, c'est certain que, d'une part, c'est une stratégie absolument inacceptable d'avoir scindé le projet en 2, mais en fait, actuellement, on vit avec cette décision-là. Alors, c'est certain que notre collectif scientifique s'est engagé dans cette question-là, et là, on s'apprête, évidemment, à participer à la période de questions du BAP et puis à la rédaction d'un mémoire. Et en fait, les questions sont très, à aborder sont très, très nombreuses. Les angles d'analyse sont nombreux. C'est super important de faire converger nos expertises. En fait, on va parler de biodiversité, on va parler de santé humaine, de santé écosystémique, changement climatique, le développement régional, on va parler de droit, on va parler d'éthique aussi. C'est important que, outre le gouvernement de la science, et qui est un pilier quand même fondamental, on se réfère aussi au pilier éthique du principe de précaution. Il va falloir qu'on apprenne à prendre des décisions en fonction du bien commun. Puis quand on évoque l'idée d'intérêt collectif, là, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on entend par intérêt collectif. Alors, c'est à suivre. Ça va être à suivre. Et il va falloir aussi entendre la voix des scientifiques. Donc, on en parlera dans une prochaine émission, plus concrètement et plus en longueur. Merci beaucoup. Merci Lucie Sauvé, chercheure émérite au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Donc, merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, Isabelle Burguin au micro et à la réalisation. Prenez soin de vous et de vos proches et restez bien informés sur Radio VM. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez nous réécouter en podcast aussi sur le site de l'agence Science Presse. Et comme toujours, partagez cette émission, surtout si vous l'avez aimée. Et portez-vous bien et bonne semaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome.